Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur l'itinérance. Aujourd'hui, on va aborder la crise en santé mentale chez les personnes en situation d'itinérance, une réponse, un exemple de partenariat public et communautaire. J'ai deux invités avec moi, Marie-Lou Dumont et Stéphanie. Donc, et savez-vous, j'ai écrit son nom de famille, puis j'arrive pas à me relire. Je pense que c'est Nadeau. Est-ce que c'est bien ça, Stéphanie? Effectivement. Bon, ben voilà. Ah, mon écriture. Alors, quelques petites informations. Donc, le ministère de la Santé et des Services sociaux estime qu'entre 30 et 50 % de personnes en situation d'itinérance auraient des problèmes de santé mentale. Au Refuge des jeunes que je dirige, qui est un organisme d'accueil d'urgence pour des jeunes hommes sans abri, 60 % présentent des problèmes de santé mentale, allant de la dépression, troubles anxieux, troubles bipolaires, schizophrénie. Donc, beaucoup de détresse est évoquée par ces jeunes. Bon nombre d'entre eux et elles consomment différentes substances et ou de l'alcool. On parle de comorbidité, de troubles concomitants, la consommation, les dépendances, mais ce sont souvent une tentative d'automédication, une stratégie pour oublier, pour se détendre, pour anesthésier la douleur et la souffrance. Certains jeunes au refuge décrivent le plaisir au début, le bas-en, comme on dit, l'expérimentation, l'influence des pairs, jusqu'à ce que les dépendances surviennent, les inconvénients, les entraves à leur vie, et les risques parfois mortels, faut-il le rappeler. On voit aussi de plus en plus sur le terrain de personnes en proie à des psychoses toxiques, donc des personnes qui sont sans domicile fixe, qui se retrouvent dans l'espace public, sont souvent plus visibles, parfois dérangeantes, et il arrive qu'elles fassent peur, ces personnes. Les médias en parlent beaucoup de ces temps-ci, probablement trop, de façon spectaculaire, et ça contribue aussi à créer ce sentiment d'insécurité. Ces personnes-là sont souvent beaucoup plus judiciarisées, ce qui aggrave leur situation, crée la stigmatisation, encore plus d'isolement et d'exclusion. Si elles sont incarcérées, bien, au sortir de détention, évidemment, elles ont reçu peu ou pas de soins, la situation se dégrade d'autant. Alors, la combinaison de facteurs, pauvreté, manque de logement, institutionnalisation, violence, beaucoup chez les femmes, notamment, qui se retrouvent dans la rue, sont beaucoup plus victimes de violences en amont, dans la vie privée ou dans la rue. Beaucoup d'isolement, on l'a dit, problèmes de santé mentale, soit en amont de la rue ou qui se développent dans une situation de grande précarité, de désaffiliation, assortie aux dépendances qu'on vient d'évoquer. Tout ça fragilise les personnes, leur situation et complexifie d'autant les réponses à apporter. Parce que c'est pas simple l'itinérance, c'est pas simple la situation, c'est multiple. Oui. Alors donc, c'est pourquoi les organismes communautaires parlent d'approche globale. Hein? Donc, on aborde la personne dans son ensemble, donc dans sa réalité bio-psychosociale, dans son environnement, dans sa situation économique, au niveau de son réseau. Et aujourd'hui, donc, on va avoir cette discussion-là avec des partenaires et des personnes que j'ai côtoyées au fil des années, qui ont une expertise et une approche et des liens avec ces personnes qu'on décrit. Alors, on vous présente un exemple de ce partenariat pour mieux rejoindre et accompagner ces personnes. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ma première invitée. Donc, il s'agit de Marie-Lou Dumont, qui est devant moi, bien devant moi. Alors, je vais vous décrire un petit peu brièvement son parcours parce que c'est tout un beau parcours. Alors, elle a un bac en psychologie et une maîtrise en travail social. Elle travaille en itinérance, plus particulièrement en jeunesse, depuis 24 ans. Elle est depuis 15 ans au CIUS. Alors là, on a le jargon, hein, CLSC, CSSS, CIE, SSSS. Et je vous épargne. Et 9 ans dans le milieu communautaire.
Elle a aussi été chargée de cours à l'Université de Montréal avec le cours Jeunes de la rue. Actuellement, elle est coordonnatrice de la clinique clinique de l'équipe itinérance, volet adultes et jeunesse, donc depuis plus d'1 an. Donc, alors, on voit intervenante communautaire, travailleuse sociale, chargée de projet, enseignante, conceptrice du journal L'Injecteur, a travaillé à l'Anonyme, tout un parcours formidable. Mais plus encore, c'est une personne formidable. Moi, je peux l'affirmer, je la connais. Merci. Bonjour Marie-Lou. Bonjour France. Merci beaucoup d'être là. On ne vous voit pas, nous. Non, on ne sait jamais vous voyez. Bon, alors on commencera pas aujourd'hui. Hein? Parfait. Alors, donc, actuellement, tu es à l'équipe itinérante. Oui. Tu es coordonnatrice. Oui. Alors, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'équipe itinérance? Oui. En quoi c'est une équipe spécialisée? Oui. On va commencer comme ça. Donc, c'est ça. L'équipe itinérance, ça fait 30 ans qu'elle existe, plus de 30 ans qu'elle existe. Elle est composée de professionnels, dans le fond, des professionnels psychosociaux, mais de la santé. Donc, on est une trentaine d'intervenants à l'équipe. Infirmières, on a un infirmier praticien en santé mentale. Tantôt, on parlait de santé mentale. Oui. Travailleurs sociaux, on a des médecins partenaires, psychoéducateurs et pères aidants. Donc, notre mandat, nous, c'est d'offrir des services de santé, de services sociaux pour les personnes en situation d'itinérance. Dans le milieu des gens. Tu sais, notre approche, c'est vraiment l'approche qu'on dit du travail de proximité. Oui. Donc, c'est d'aller où est-ce que les personnes sont. Et puis, dans le fond, on est une équipe, tu sais, dans le réseau de la santé, souvent, c'est faut aller vers les services, mais nous, on se déplace. Vous allez vers les personnes. C'est ça. C'est notre spécificité, je dirais. Oui. Vous êtes sur quel territoire, Marie-Lou? Nous, dans le fond, on est sur le territoire Jeanne-Mance et Sud-Ouest Verdun. Là, tantôt, tu parlais des CLSC, C3S, CIUS. Donc, nous, c'est ça, c'est le CIUS Centre-Sud. Oui. Donc, quand on parle de territoire Jeanne-Mance, c'est le plateau, c'est le Centre-Sud. Et puis, on a une petite équipe dédiée aussi dans Sud-Ouest Verdun là, pour la population là-bas. Donc, vous desservez des territoires, donc particulièrement centre-ville, où il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance. Oui. Donc, c'est quand même un vaste territoire où il y a beaucoup de personnes. Oui. Qui sont ces personnes que vous rencontrez? Vous allez vers? Oui. Donc, qui sont-elles et où les rencontre-t-elle? Les rencontre-t-on, ces personnes-là? Donc, on a vraiment... on a différentes personnes qu'on va rencontrer. On a la population, tantôt tu parlais des femmes, donc les femmes, la population plus jeunesse, les hommes, les personnes âgées, les personnes au niveau issues de l'immigration, les autochtones. Donc, c'est toutes des populations qu'on va rejoindre. Puis, pour les rejoindre, dans le fond, on a un travail de partenariat avec nos partenaires communautaires. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le outreach. Donc, on va vers les personnes dans les ressources ou même parfois, ça peut être aussi carrément dans la rue parce qu'on se fait des fois, on a des partenariats avec les travailleurs de rue qui nous interpellent pour des personnes. Tu sais, on parle beaucoup de campements. Donc, dans la dernière année, on a eu beaucoup de demandes pour aller vers des gens qui étaient isolés dans des campements pour qu'on puisse aller leur offrir. Tu sais, vraiment, c'est d'aller leur offrir notre mandat de rejoindre pour offrir des services de santé, là, puis de services sociaux pour que ces personnes aient accès au réseau de la santé parce qu'on sait que ils ne viendront pas. C'est ça. Exactement. Puis qu'est-ce qui explique que toutes ces personnes issues de communautés différentes ne vont pas chercher les services, d'où la mise en place des services de proximité d'outreach? Oui. Bien, il y a plusieurs raisons. Je pense, premièrement, ça peut être assez impressionnant d'aller dans une institution. Des fois, il y en a qui ont aussi des craintes, qui ont eu des mauvaises expériences avec les institutions. Quand on pense parfois aux jeunes qui
qui ont eu peut-être une expérience plus négative au niveau des centres jeunesse sont pas portés à retourner vers une institution. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est notre devoir d'aller vers eux. Puis, de leur montrer peut-être un autre côté du réseau, puis tranquillement redonner un sentiment de confiance envers nos institutions. Donc, des fois, il y a une barrière, puis des fois, juste, je pense que c'est un manque d'information. Souvent, les gens ne savent pas qu'on existe. Il faut rendre plus accessibles nos services, donner de l'information. Donc, je pense que ça peut être les principales barrières, la méfiance, puis la méconnaissance. Oui. Puis, il faut le dire, ces personnes-là, très marginalisées ou en crise, ou ne sont pas toujours bien accueillies dans notre système de santé qui est déjà débordé. T'as raison. Donc, ça peut contribuer à créer aussi cette distance. Au refuge des jeunes, on a des jeunes qui quittent le refuge en ambulance. Bon, évidemment, ils ne sont pas nécessairement accompagnés, arrivent à l'urgence. S'il y a un niveau d'intoxication associé à un trouble psychotique, par exemple, ça va être difficile, très difficile pour eux, et ça va être difficile aussi pour le personnel qui n'est pas toujours disposé et disponible. Là. Exactement. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec le réseau de la santé. Donc c'est ça. Après ça, ils ont de la difficulté à y retourner parce qu'ils ont juste ça en tête. Puis pour eux, c'est barré. Donc, ça aussi, je pense que c'est de notre responsabilité que d'aller leur offrir un bon service puis qu'ils puissent avoir un sentiment de confiance. Okay. Donc, vous établissez des liens, vous allez vers les personnes pour créer, pour éventuellement démystifier les peurs et tout ça. Tu as parlé de père aidant aussi. Je pense que c'est un élément important aussi. Hein? Peux-tu nous expliquer ça? Oui. Le père aidant fait un travail incroyable à notre équipe. Puis on a toujours travaillé avec les pères aidants. Pour les personnes, des fois aussi, qui ont eu, tu parlais de mauvaises expériences, France. Il y en a qui ont eu des mauvaises expériences avec les travailleuses sociales, même si j'en suis une. C'est avec des professionnels, puis que le lien se fait plus facilement avec quelqu'un qui a vécu des choses similaires, un passé, qui a vécu des expériences similaires. Donc, on travaille beaucoup avec notre père aidant qui, lui, fait qui fait la passerelle avec nous, qui transmet le lien de confiance, on dit. Puis c'est un peu la même chose avec les organismes communautaires. Vous avez un super lien de confiance, puis quand vous nous acceptez dans nos ressources, souvent, si ils acceptent quelqu'un du réseau, ça doit être parce que ça doit être pas si pire pour nous. C'est un peu le même principe avec les pères aidants. Oui, puis ça crée un lien, puis ça touche un petit peu l'exemple de partenariat qu'on fait que vous faites avec différentes ressources communautaires. Est-ce que tu peux nous en parler, comment concrètement ça se déploie, là? Oui. Donc, dans le fond, ce qu'on offre, c'est une présence hebdomadaire. Donc, pour nous, c'est très, très important la constance. Donc, être là toujours à la même heure, à la même journée, avec les mêmes professionnels pour créer un lien de confiance. Souvent, c'est aussi des personnes ont eu beaucoup de ruptures dans leur vie puis dans leur parcours. Donc, cet élément-là est très important pour créer un lien de confiance. Ça peut prendre tellement de temps. Je pense j'ai plein d'exemples en tête, France, mais tu sais, des jeunes que moi, quand j'allais au refuge des jeunes à toutes les semaines, il y en a que ça pouvait prendre 6 mois. Puis que ça faisait juste 6 mois. À chaque semaine, je leur disais allô. Mais au bout du 6e mois, bien là, il me fait confiance parce qu'il m'a vu. Il a vu des jeunes venir me parler. Il a vu que j'étais acceptée. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. C'est de la constance. Puis aussi le lien avec les intervenants communautaires qui est très, très important. Parce que je pense que sans vous, on ne pourrait pas réaliser notre travail. Donc, c'est important qu'on aille
un respect mutuel, puis dans notre complémentarité de service. Oui. Mm-hmm. Donc ça, c'est des conditions de réussite d'un tel... Parce qu'il y a des écueils. Hein? Qu'est-ce que tu dirais au niveau de... Parce que c'est des cultures différentes, hein? Une culture réseau versus historiquement, hein, pour être depuis longtemps, toi et moi dans le milieu, on sait qu'il y a eu des écueils, là. Oui. Alors, donc, tu as parlé de ce qui est important, puis qu'est-ce qui est difficile dans nos différences, par exemple? Je pense que ce qui peut être plus difficile, c'est que quand on a des changements organisationnels, dans le fond, tu sais, en tant que réseau, on l'a dit tantôt, on est passé de CLSC à C3S, à CIUS, on a des changements de direction. Donc, à ce moment-là, ça demande beaucoup d'adaptation, de s'adapter à des nouvelles visions, à des nouveaux objectifs. Donc, je trouve que c'est ça que je dirais au niveau des écueils. OK. Et c'est ça, donc l'appareil est plus vaste, et plus lourd, et plus bureaucratique, mais vous êtes des personnes, des intervenants qui circulaient dans cet appareil-là. Alors, c'est sûr que moi, pour être une ancienne intervenante communautaire et une directrice maintenant, je me suis... On a critiqué les systèmes, mais on n'a pas critiqué les personnes dans le système. Oui. Et je trouve que c'est là où on a pu bâtir des partenariats. Puis, quand tu venais au refuge, tantôt, on va parler avec une autre personne aussi qui est actuellement au refuge. Donc, nous, on vous annonce, on dit, bon, ben Marie-Lou, elle va être là, ou l'infirmière va être là, la travailleuse sociale, veux-tu lui parler? Donc, de notre côté aussi, on essaie là, que la fameuse passerelle, là, qu'il y ait des gens sur la passerelle. Oui, le transfert du lien de confiance. Puis si je peux ajouter, France, dans notre partenariat, qu'est-ce qui est gagnant? C'est que je pense qu'on a toujours eu un objectif commun, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Puis, malgré nos services, nos services complémentaires qui vont soutenir le jeune à 100%, tu sais, 100%, dans sa globalité, mais on a un objectif commun. Donc, à ce moment-là, on travaille ensemble pour le jeune avec ce que lui veut, veut faire. C'est ça. Parce que trop souvent, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, faudrait bien que... Il n'y a pas grand monde qui se précipite chez le psychiatre là, dans la joie. Hein? Exactement. Alors, c'est pas évident, ça, cette démarche-là. Et je pense que sur ça, on est vraiment au diapason sur qu'on respecte l'autonomie du jeune, l'empowerment, puis on y va à son rythme. Oui. Donc, c'est ça. Ça aussi, parce que le changement, j'ai toujours dit, c'est pas une belle ligne continue. Hein? C'est des allers-retours, c'est du mouvement, c'est des temps de réflexion, c'est des reculs. C'est la même chose chez tout le monde. Alors, des fois, on a, comme intervenant, on a une pensée magique un peu. Hein? Oui. A mène pas toujours vers B. Là. Non. Hein? Alors, non. Ça, faut s'en souvenir de ça. Oui. On parle de jeunes, mais toi, tu travailles avec une population adulte aussi. Oui. Ça serait quoi la différence entre les besoins des jeunes et des personnes plus âgées, là, sans être âgées nécessairement, puis les similitudes, là? Est-ce que c'est une approche différente? Oui. Dans le fond, les besoins des jeunes versus les besoins des personnes âgées peuvent être différents à plusieurs égards. On n'est pas rendu au même stade de développement quand on a 18 ans que quand on a 60 ans. Ouais. Donc, il faut être capable de s'adresser à ça. Donc, il y a ça. Oui. Il y a aussi que les jeunes issus de la diversité sexuelle, LGBTQ, personnes trans, on sait qu'ils sont surreprésentés en itinérance. Oui. Donc, ça aussi, il faut savoir adresser ça. Donc, tu sais, moi... Parce qu'ils ont des besoins spécifiques, particuliers. Et puis, ça fait pas tellement longtemps qu'on en parle de ces personnes-là dans le milieu. Non, puis nous, à l'équipe, on s'est ajusté en fonction de ça. On essaie toujours d'être assez proche des besoins des jeunes pour pouvoir s'ajuster. Donc, tu sais, par rapport aux personnes trans, on s'est formé.
on a des médecins qui peuvent faire qui font de la santé trans. Donc, c'est ça, par rapport aux jeunes, il faut être capable de les soutenir dans leur développement. Oui. Par rapport à où est-ce qu'ils sont rendus, ils sont beaucoup aussi en quête identitaire, les jeunes. Ce qu'on est peut-être moins à 40, 50 ans. Donc, j'espère qu'à 60, on s'est trouvé un petit peu. C'est ça. Donc, il faut être capable d'entendre ça. Oui. Et puis, les jeunes, là, ils aiment ça quand qu'on leur donne le choix. Oui. C'est eux qui décident, puis ils essayent des choses. C'est ça, on parlait tantôt, il y a une expérimentation pour la construction identitaire et puis choisir, décider. Souvent, ils ont été institutionnalisés, encore un sur 3 et un peu plus. Oui. Donc, on a décidé pour eux. Exactement. Alors, donc là, c'est à eux, ils aiment prendre des décisions pour leur vie. Ils sont dans la socialisation, ils essaient des expériences. Donc, l'idée, c'est qu'ils voient aussi leur passage à la rue comme un passage. Oui. Comme où est-ce qu'ils vont faire des expériences, puis ils vont en sortir, c'est pas pour être là toute leur vie. Oui. Et je crois que pour l'intervention au niveau de l'itinérance jeunesse, il faut être là tôt. Il faut pouvoir, il faut qu'ils sachent leurs options rapidement. Hey, savais-tu que ça existait, les auberges du cœur? Savais-tu qu'un programme objectif emploi? Oui. Puis tantôt, on va justement en parler avec Stéphanie qui s'en vient. Puis, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais juste parce que les personnes plus âgées. Qu'est-ce qu'il y a de bon, semblable humain, hein, la souffrance n'a pas d'âge, mais en termes de besoins, d'approche. Oui, donc c'est sûr que là, les personnes âgées, actuellement, je dois dire que c'est avec le vieillissement de la population. L'itinérance, c'est l'écho de la société. Hein? Donc, actuellement, on assiste beaucoup au vieillissement des personnes en situation d'itinérance. Donc, on voit des personnes de 60, 70, 80 ans à la rue, un premier épisode d'itinérance. Ça n'a pas de bon sens. C'est très difficile de voir ça. Et ce qu'on observe, ce sont des gens, par exemple, qui ont été rénovincés, des fermetures d'RPA, des gens qui avaient un très, très mince pour dire pas de réseau social, qui étaient à un pas de l'itinérance puis qui se retrouvent en itinérance, mais et avec plusieurs autres problématiques comme par exemple les troubles neurocognitifs. Ça, on voit beaucoup ça chez les personnes âgées. Donc, il faut être sensible à ça. C'est des défis particuliers. Puis, c'est en croissance. Tu fais le lien avec le logement, la pauvreté. Les ressources communautaires sont pas nécessairement outillées pour des personnes qui ont besoin de fauteuils roulants, déambulateurs, donc des personnes qui devraient se retrouver dans des lieux de soins. Exactement. C'est des personnes qui devraient être en RPA, les résidences pour personnes âgées, en CHSLD, avec des besoins énormes. Donc, quand on parle de la population plus adulte ou âgée, c'est qu'ils ont souvent des problèmes de santé chronique, des maladies chroniques, diabète, hypertension, des problèmes aussi liés avec une consommation, des fois qui a duré sur de nombreuses années. Donc, beaucoup de comorbidités et tout. Mais ce que je dirais par rapport aussi, c'est à la population adulte et jeunesse, c'est les besoins de base. Hein? Oui. Donc, le revenu, le logement, ça, c'est ce que je dirais qui... Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Absolument. Et donc, tantôt, on disait, là, votre équipe, infirmier, travail social, toute une équipe qui est mobilisée auprès de ces personnes-là. On a parlé des conditions, de constance, de lien, d'aller vers ces personnes-là. Tu les aimes, toi, ces personnes-là? Je les adore. C'est ça, hein? Oui, on les aime. On les aime, puis pour moi, puis je le dis vraiment honnêtement, c'est un privilège que j'ai eu dans ma vie et que j'ai encore d'être auprès de ces personnes-là parce que on les connaît de l'intérieur.
Et moi, je peux dire qu'ils m'ont autant amené dans ma vie. Ils m'ont tellement apporté. Et moi, j'ai toujours vu mon travail d'intervention comme un échange. Moi, j'ai des connaissances, j'ai un travail qui t'apporte ça, mais j'ai beaucoup appris. Et c'est comme ça qu'on devient, je pense, un meilleur intervenant aussi. Exact. Est-ce que tu penses que ce lien-là, le fait qu'on les aime, ces personnes-là, ça nous éloigne d'une certaine part? Parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, les personnes dans la rue qui, à un moment ou à un autre, peuvent être désorganisées, faire part, tout ça, un rapprochement, une meilleure connaissance, une meilleure compréhension. Est-ce que ça peut être une piste? Oui, absolument. Puis je pense qu'actuellement, on se mettra pas la tête dans le sable. On le voit dans le centre-ville. Il y a beaucoup, dans les métros, on en entend parler aussi beaucoup. Dans les médias. Mais je pense que quand on les connaît, ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont vécu beaucoup de difficultés. Puis je pense qu'elles méritent toute notre empathie. Puis sont des personnes tellement respectueuses. Et puis, et moi, j'ai beaucoup appris d'eux. Oui, je te comprends parce que pour avoir côtoyé, surtout des jeunes, mais et des femmes aussi, c'est ce que je vis, tout ce qu'elles m'ont apporté, ces personnes-là. Comme intervenante ou direction, c'est sûr qu'on est aussi confronté aux défis des crises qui se gèrent dans l'espace public. Alors, puis tout en reconnaissant qu'il y a des situations regrettables, là, faute de lieu, faute d'encadrement, faute de ressources, faute de logement, par manque. Mais ce qu'on rappelle aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et puis, on va continuer à en parler avec notre autre invitée qui s'appelle Stéphanie Nadeau, que je vais vous présenter formellement. Puis, on continue la conversation. Puis, Marie-Lou, je te garde avec nous pour poursuivre. À tout de suite. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. Alors, nous voici de retour avec mes invités, Marie-Lou, avec qui j'ai discuté dans la première demi-heure. Et maintenant, donc, je suis avec Stéphanie Nadeau. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, France. Bonjour, que je vais vous présenter un petit peu plus officiellement. Et on va continuer à jaser de santé mentale et de développer sur un exemple de partenariat public et communautaire. Alors, Stéphanie, DEC en technique d'intervention en délinquance, certificat en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke. Elle a un bac en cours mondial, aime ça étudier, fondement et pratique en sciences sociales et santé à l'Université de Montréal. Intervenante et coordonnatrice en dépendance dans une maison de thérapie. Intervenante au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal au programme itinérant. Ça, c'était dans le passé. Maintenant, au CIUS, on revient, le CIUS, l'ancien CLSC Sainte-Catherine, au programme Itinérance Volet Jeunesse. Tantôt, on a parlé avec Marie-Lou un peu des jeunes, on a parlé des services globaux à la clinique itinérance, et on a parlé aussi un peu plus de la population globale. Là, on s'en va vraiment en jeunesse. Alors donc, juste peut-être pour un petit rappel, les services spécifiques jeunesse à l'équipe, puis parle-nous de ton travail concrètement pour que les gens comprennent là, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain.
En fait, dans le cadre de mon travail, plus spécifiquement, donc moi, je suis éducatrice, mais on travaille en triade, c'est-à-dire pour couvrir un petit peu toutes les zones au niveau de la santé auprès des jeunes. Je travaille également avec un travailleur social, qui est mon collègue, et puis avec une infirmière clinicienne. Donc, les trois, on couvre un petit peu les ressources communautaires en outreach, comme Marie-Lou l'expliquait précédemment. Donc, on va où sont les jeunes, donc dans les refuges, dans les ressources, les centres de jour. En fait, on va créer bien sûr le lien avec les usagers. Très important, oui. Exactement. Puis, on offre des services au niveau de la santé, bien entendu, que ce soit la santé physique, la santé mentale, la santé sexuelle, qu'il ne faut pas négliger, bien entendu. Que ce soit toutes sortes de démarchages au niveau d'avoir accès à un revenu, de l'accompagnement au niveau de situation judiciaire, de l'accompagnement au niveau de situation migratoire. Oui. Tout est lié. On ne peut pas extraire la santé mentale. Aujourd'hui, on parle de santé mentale, mais on ne peut pas l'extraire. On ne peut pas mettre le cerveau sur la table. Là. Non. Donc, on le disait tantôt, la personne est dans sa globalité. Exactement. Donc, on ne peut pas segmenter cette personne-là. C'est pour ça que vous, quand tu parlais de triade, donc travail social, infirmière, santé physique, mentale, psychosocial. Exactement. Donc, on essaie de couvrir tous les besoins de l'usager, bien sûr en partant de la personne aussi. Et aussi de sa vitesse de croisière. Oui, le rythme dont parlait Marie-Lou tantôt. Ouais, on ne peut pas aller plus vite, là. Non, puis des fois, c'est confrontant, tu sais, pour les jeunes de parler de santé mentale. Donc, il y a d'autres besoins. Des fois, les besoins, ça peut être, une carte RAMQ. Donc, la carte d'assurance maladie. Exactement. C'est une bonne porte d'entrée pour offrir des services. C'est moins menaçant que parler, comme tu disais, plutôt d'un psychiatre. Dites-le que je suis fou, là. Exactement. C'est ça que j'entends des jeunes, tu sais, ou je suis pas fou. Exactement. Donc, on essaie d'y aller en douceur, mais on couvre toute cette sphère-là au niveau de la santé puis des services sociaux. Oui. Pourquoi t'as choisi les jeunes? La question, hasard ou choix? En fait, j'ai une petite anecdote rapide. OK. On a le temps. Parfait. D'abord, moi, je n'ai pas choisi les jeunes, c'est les jeunes qui m'ont choisi. Ça ne m'étonne pas. Effectivement. Au début de ma carrière, ma première expérience de travail, c'était dans une maison des jeunes. Pour la nommer, le squat d'Unsick. Et puis, on a monté une coopérative jeunesse de service. On m'avait proposé ce travail-là. Donc, c'est pas moi qui est allée. On m'a proposé ce travail-là. Et je suis allée un peu, j'avoue que j'avais des réticences parce que j'ai eu une adolescence assez rock'n'roll. Donc, je m'étais dit, le karma va finir par se venger si je deviens intervenante avec les jeunes. Et puis, je suis allée, puis ce fut une expérience vraiment incroyable. J'ai adoré ce travail. Malheureusement, c'était un travail d'été, donc j'avais laissé par la suite. Puis ma carrière est allée vers les adultes en dépendance jusqu'à il y a 2 ans où je suis arrivée justement à l'équipe itinérance au CLSC des Faubourgs Centre-Sud. Donc, et puis, j'ai rencontré Marie-Lou, qu'on surnomme affectueusement Sainte Marie-Lou. Je ne savais pas ça. Oui, parce que, honnêtement, tellement dédiée aux jeunes, puis elle nous a transmis sa passion. Et honnêtement, France, puis je le dis en toute honnêteté, c'est un coup de foudre pour moi, les jeunes. OK. Ouais. Donc, c'est comme l'amour, ça s'explique pas. Il ne faut pas tenter là, de rationaliser. C'est comme ça. Exactement. Donc, je me sens vraiment à ma place avec les jeunes. Puis finalement, c'est pas si pire que ça. T'as pas expié trop longtemps? Non, exactement. Puis, est-ce que tu peux nous dire qui sont ces jeunes? On dit jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes personnes trans. Maintenant aussi, de plus en plus issus d'une immigration récente, demandeurs d'asile. Des jeunes qui peuvent présenter aussi des enjeux de traumatisme. Là. Tout à fait. Qui sont-ils? Comment ça se passe, la rencontre avec eux?
C'est un très bon point ce que tu apportes au niveau des enjeux traumatiques parce que effectivement, dernièrement, surtout dans les 6-7 derniers mois, moi, ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est que oui, il y avait une surabondance de jeunes à statut migratoire précaire, c'est-à-dire des demandeurs d'asile, de plus en plus aussi d'étudiants. Avec des visas étudiants. Donc, il y a beaucoup de gens issus, c'est ça, de parcours migratoires. Il y a une surreprésentation aussi des gens de la communauté LGBTQ, dont des jeunes trans, hommes, femmes, confondus. Donc, c'est ce qu'on remarque beaucoup sur le terrain présentement. Puis, effectivement, c'est des gens qui arrivent avec des parcours traumatiques assez importants. Je veux dire, quand tu arrives d'un pays en guerre où tu as été menacé de mort, ça apporte. Ou quand tu es une personne issue de la communauté LGBTQ, puis tu as été stigmatisé, tu as été, tu as vécu toutes sortes de rejets. Là. Donc, voilà, c'est assez lourd. Là. Tu dis, Stéphanie, que y a, les personnes trans ou LGBTQ+ sont surreprésentées. Le dernier dénombrement aussi très imparfait en faisait état, parce que ça, c'est la pointe du iceberg. Là. Pourquoi ces personnes-là se retrouvent-elles plus souvent en situation de précarité et éventuellement d'itinérance? Bien entendu, on peut pas passer sous silence la stigmatisation dont sont victimes ces jeunes ou même ces adultes-là. Si on parle plus spécifiquement des jeunes, c'est sûr qu'il y a certaines familles chez qui, c'est moins bien accepté. Donc, il va y avoir un rejet de la cellule familiale. Il va y avoir de la honte aussi de la part des usagers de nommer qu'ils sont des personnes trans ou de faire cette transition sociale-là. Donc, ils vont avoir tendance peut-être à plus s'isoler ou justement à perdre l'appui de leur famille. Donc, ils vont se retrouver en situation de précarité à la rue. C'est sûr aussi que c'est beaucoup plus difficile pour une personne, malheureusement, trans, de se trouver un logement. Pour les raisons évidentes que, les préjugés, ça existe et il y en a. Beaucoup de méconnaissance aussi. Oui, beaucoup de peur derrière ça. Donc, heureusement, on voit que dans les médias, on voit que dans la société, il y a un avancement, mais il y a encore du chemin et du travail à faire. Puis, c'est des personnes qui ont connu des souffrances souvent très tôt. Hein? Puis, on relève aussi que les taux de suicide chez ces personnes-là sont très, très élevés. Puis, moi, je dirige un refuge. On a dû, au fil des ans, cheminer aussi dans l'accueil, essayer de comprendre. Puis, le chemin reste encore à faire. On n'a pas des installations qui étaient puis ils le sont toujours pas, un dortoir. Puis on s'est rendu compte aussi qu'on réfléchissait pour ces personnes-là, mais sans avoir véritablement consulté. Pour moi, je me suis rendu compte que j'étais protectrice. T'sais. J'avais peur qu'il arrive quelque chose dans le dortoir. Fait que ça m'amenait un sentiment de protection qui, des fois, était pas adapté à ce que ces personnes-là souhaitaient. Fait que donc, il a fallu vraiment réfléchir. Puis, et la réflexion doit pas être terminée, là. Il y a des enjeux majeurs. Effectivement, puis vous êtes quand même un exemple au niveau d'une ressource communautaire qui s'est adaptée à la réalité des personnes trans. Il y a encore certaines difficultés pour d'autres organismes où les personnes ne seront pas acceptées selon leur identité de genre. Donc ça crée aussi une problématique supplémentaire. D'exclusion. Oui, exactement. Absolument. On a dit tout à l'heure, Stéphanie, que tu as travaillé en centre de réadaptation en dépendance. Tantôt, en introduction, je parlais de personnes qui ont un problème de santé mentale, qui consomment ou que dont les modes de consommation peuvent entraîner ce qu'on appelle des psychoses toxiques. On voit beaucoup ça chez les jeunes. Et on voit que c'est à la hausse aussi. On a parlé de la crise des surdoses, le fameux fentanyl. Quel est ton regard là-dessus? Toi qui es une intervenante impliquée quand même depuis longtemps, là.
C'est sûr que moi, ce que j'observe, honnêtement, c'est que on parle beaucoup de la crise des opioïdes, effectivement, mais moi, j'ai autre chose où j'aimerais aller, puis c'est au niveau de tout ce qui est stimulant. Beaucoup, effectivement, donc on passe un peu sous silence, mais présentement, il y a une hausse de consommation importante de cristal meth, donc de méthamphétamine. Et principalement, ce que j'observe dans la rue, puis même dans ma pratique, auprès des jeunes. Auprès des jeunes, le cristal, c'est parti de Vancouver, là, ça a fait son chemin, mais il y en avait pratiquement pas là, à Montréal. C'est une flambée présentement. Absolument. Et la détérioration d'une personne qui commence à consommer du cristal en peu de temps, c'est rapide. C'est très, très rapide. Très rapide. Et effectivement, ça crée énormément de psychoses induites. Exact. Ce qu'on voit à la rue. Là, j'entends les gens qui nous écoutent dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon. C'est sûr que de voir un usager qui est en psychose, qui est délirant, je le comprends humainement que ça peut faire peur. Effectivement. Mais cette personne-là est en grande souffrance. Habituellement, c'est sûr que si on regarde tout ce qui se dit effectivement dans les médias, il y a tout le côté sensationnalisme qui peut créer un petit peu la panique générale. La plupart du temps, ces gens-là ne sont pas dangereux. Non. Ils souffrent. Donc, il y a toujours possibilité. Il y a des beaux organismes qui existent pour les crises psychosociales aussi. Des fois, c'est moins menaçant que la police. Je pense entre autres à UPS. Urgence psychosociale. Psychosociale, exactement. Donc, il y a toujours possibilité de communiquer avec ces organismes-là pour qu'ils viennent intervenir auprès de ces gens-là. Au refuge des jeunes, je le rappelle, on accueille de jeunes hommes de 17 à 26 ans. Puis, il nous arrive régulièrement de faire appel à l'équipe donc du CIUS, UPSJ. Là aussi, il y a eu des arrimages à faire, parce que c'est deux cultures, là aussi. Deux cultures égale plusieurs regards de part et d'autre. Mais on a développé de belles collaborations, donc de telle sorte que quand on arrive au bout de ce qui est possible à l'intérieur du refuge, ces intervenantes-là peuvent accompagner là-dedans, essayer de comprendre l'enjeu, éventuellement amener la personne vers d'autres services. On en parlait tout à l'heure aussi, vers l'hôpital. Et, exactement. Il faut dire qu'on a une difficulté, cependant, c'est que ces jeunes-là et moins jeunes vont arriver à l'hôpital. On l'a dit, le système est pas mal engorgé et ils sortent très rapidement. Alors là, il y a un manque de lien entre 24 heures d'hospitalisation et 48 heures. Et puis, oups, donc on les revoit le surlendemain. Quand tu viens au refuge, tu les vois, ces jeunes-là. Effectivement. Alors, toi, tu prends donc la personne, tu la reçois après ce moment-là. Comment ça se passe? Bien, c'est sûr que on voit un petit peu avec le jeune l'expérience qui a été vécue à l'hôpital, premièrement. Qu'est-ce qui ressort de cette expérience-là? Souvent, ils vont être calmes pendant quelques jours. Ils vont avoir des bonnes intentions, bien entendu. La dépendance étant ce qu'elle est, surtout la dépendance à la méthamphétamine. C'est très puissant. Très, très, très puissant. On va essayer de travailler beaucoup en réduction des méfaits. Des fois, les gens vont développer justement des psychoses induites qui va découler vers une schizophrénie, malheureusement. Ce qui protège énormément, bien sûr, c'est la médication. La personne peut continuer à consommer sans faire d'épisodes psychotiques. Donc, tu sais, expliquer tout ce qui est possible aussi. Pas être dans le « il faut que tu arrêtes de consommer ». C'est ça, la réduction des méfaits. Exactement. Puis là, j'entends les gens qui pourraient dire, on dirait que je pense qu'ils sont pas fins. Mais j'entends, parce qu'on me le dit souvent, mais vous les encouragez à consommer, voyons donc, prendre des médicaments avec de la drogue. Qu'est-ce que tu réponds à ça pour mieux expliquer pourquoi on parle de réduction des risques ou des méfaits? Comment on travaille avec ces jeunes-là? En fait, de toute façon, la répression, ça n'a jamais fonctionné. Effectivement, la drogue
est là, elle va rester. Depuis que le monde est monde, ça existe. Comment on peut travailler en amont pour aider ces jeunes-là à améliorer leurs conditions de vie? Des fois, ça va passer par autre chose que par l'arrêt complet de la dépendance. L'accès au logement, l'accès à des soins, justement, des services sociaux, l'accès à des soins de santé. Aussi, en ayant l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Donc, on essaie de semer de l'espoir. Oui. Puis on observe, nous, on intervient en logement social avec soutien communautaire, puis dans certains cas, les modes de consommation se stabilisent parce que le jeune n'est plus dans la rue, il est moins précaire, il y a un lieu, des liens. Donc, il y a une certaine stabilisation. On a remarqué là, qu'autour d'1 an, là, ça bouge parce qu'on a créé d'autres... Parce que la consommation, c'est souvent... C'est un indicateur de détresse, hein? Oui. Donc, fait que vous travaillez aussi toujours dans la globalité, là. C'est ce que tu nous dis. Exactement. Puis, comme on dit, au niveau de la consommation, souvent, tu disais d'entrée de jeu que les gens vont consommer pour s'auto-médicamenter. Mais effectivement, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la consommation. Puis des fois, c'est de la gestion de trauma. Des fois, c'est la gestion d'anxiété. Des fois, c'est... Tu sais, c'est X nombre de raisons. Mais si on enlève la consommation d'un coup, qu'est-ce qui reste? Il reste un gros trou béant. Oui. Donc, la souffrance à vif. Oui, exactement. Donc, il faut faire attention aussi. C'est important d'y aller doucement. Oui. Marie-Lou, je pense que tu aurais quelque chose à rajouter, là. Mais je voulais, c'est ça, c'est exactement là où est-ce que je m'en allais. C'est que souvent, les personnes consomment pour une raison. Puis tu parlais d'automédication. Donc, je pense que l'idée, c'est quand on offre des services en santé mentale adaptés, quand on commence à traiter, puis traiter, parfois, ça veut dire de la médication, mais des fois, c'est un suivi psychosocial, l'accès à un psychologue. Et quand on commence à traiter, on voit que l'envie et le besoin de consommer diminue parce que la médication et le traitement vont répondre soit à la dépression, à l'anxiété, à la psychose, mais on ne peut plus continuer. Avant, la vieille méthode, c'était les consomme. Non, les consomme, ça marche pas. Tant qu'il n'arrêtera pas, on ne pourra pas. Mais ça, ça marche pas. C'est pas les bonnes pratiques. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on travaille, c'est les deux en même temps. On va traiter et la santé mentale et en réduction des méfaits, comme Stéphanie l'expliquait, la gestion de la consommation de la personne à son rythme. Oui. Tu as évoqué aussi la prévention. Hein? Donc, les jeunes, on n'a pas fait beaucoup de prévention historiquement. On commence à en parler, mais c'est encore faible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce qu'on disait, plus on intervient tôt, meilleures sont les chances de stabiliser la personne. Effectivement, moi, je pense qu'il y a une place très, très, très importante pour la prévention et ça devrait débuter quand même assez tôt. Bien sûr, dans les écoles, qui est un premier médium qui rejoint les jeunes. Moi, j'ai 40 ans, je vais me commettre. Regardons ça. On passe aux aveux. Mais il y a 20 ans, je me rappelle, il y a 25 ans, quand moi j'étais au secondaire, il y avait certains programmes. Donc, peut-être remettre ça en place avec les approches d'aujourd'hui, bien entendu, pas en prônant nécessairement l'abstinence complète, là, mais... Encore faudrait-il y adhérer nous-mêmes. Effectivement. Il n'est pas interdit de penser qu'on prend un petit verre de vin. Effectivement. Je sais pas. C'est d'apprendre. Tu sais, la consommation, comme je dis toujours aux jeunes, je dis, le problème, c'est pas de consommer. Le problème, c'est comment tu consommes. Perdre le contrôle. Et la substance, t'en parlais tantôt. Exactement. Cristal, c'est pas mal plus dommageable, là. Exactement. Puis, la prévention, je veux dire, c'est pas de dire ne le fais pas, parce que on a tous été jeunes. Non, effectivement. Mais fais-le de la bonne façon. Donc, oui, il y a une place énorme à la prévention, que ce soit dans les écoles, les maisons des jeunes, même auprès des familles. Qui se sentent souvent dépassées, là.
tout est fait. Puis, à un âge où, la quête identitaire, comme parlait Marie-Lou tantôt, est très importante, l'influence des pères. Être dans la gang, là. C'est plate, mais oui. Effectivement. C'est ce qui est véhiculé aussi dans les médias. C'est ce qui est véhiculé. Nos jeunes, les héros d'aujourd'hui, puis la consommation est omniprésente aussi. Donc, on veut faire comme ces héros-là. Personne n'échappe à son temps. Ah, j'aime ça. Personne n'échappe à son temps. Marie-Lou, est-ce que tu échappes à ton temps, toi? Non, mais il nous reste encore du temps? Il nous reste 6 minutes dans notre temps. Alors, qu'est-ce que tu dirais de ça? J'abonde dans le sens de Stéphanie, puis le soutien pour les jeunes familles. On sait que les jeunes de la rue qu'on appelle, c'est des jeunes qui ont eu des problèmes au niveau familial souvent. Pas tous, mais très souvent, qui sont passés par les centres jeunesse. Donc, c'est vraiment important, je pense, on a quelque chose là, tu sais, de soutenir les jeunes familles. Donc, l'éducation aussi, quand on parlait d'éducation tantôt, c'est super important. Mais aussi le soutien dans les transitions. Donc, très important. Ça, je m'en voudrais de pas le nommer. Donc, le soutien dans les transitions, on parle de centre jeunesse. Les jeunes... Préparer la sortie. Puis préparer, on le voit beaucoup, même à l'adulte, là, les transitions. Tantôt, tu parlais d'hôpital, France, les congés, des fois, qui sont donnés rapidement, les sorties de détention. Donc, pouvoir être là pour soutenir ces transitions-là. Puis c'est souvent là qu'on va dire qu'on l'échappe puis que les gens se retrouvent en itinérance. Mais si directement à la rue. Exactement. Donc, si on peut renforcer ces transitions-là, puis quand je dis d'intervenir précocement, rapidement, juste une petite stat, un jeune qui demande des services en santé mentale, si on n'y répond pas tout de suite, ça va prendre 8 mois avant qu'il refasse une autre demande d'aide. C'est énorme. En 8 mois, on peut se dégrader beaucoup. Mais si on attrape tout de suite, puis dans le principe du no wrong door, donc il n'y a pas de mauvaise porte pour demander des services en santé mentale, je pense que tous les acteurs du réseau de la santé, du milieu communautaire, on est de plus en plus à l'affût de ça. Donc, on a un jeune ou un adulte qui nous demande des services de santé mentale, de le diriger à la bonne place tout de suite. Je pense que ça, c'est important. Puis la parole, tu sais, tantôt, tu disais, il y a des personnes qui pourront être référées, travail social, infirmière. Il y a différents lieux de parole possibles. Puis quand vous êtes dans les organismes communautaires, donc vous jasez avec ces jeunes-là. On parlait de traumatisme tantôt, donc dans l'approche, dans le lien. Donc ça, si ça fait pas tout, c'en est une porte d'entrée, d'être entendu, de pouvoir... Parce que on parlait de souffrance qui est anesthésiée, mais à partir du moment où tu as une voix qui est entendue puis que tu as une oreille pour t'entendre, ça, c'est quelque chose... ça change pas le monde, mais ça peut être le début d'une réparation. Et ça, je pense que c'est important aussi. Absolument. Moi, en tout cas, j'y vois beaucoup d'espoir là-dedans. Et où votre espoir? Toi, Stéphanie, qu'est-ce que ta drive? Puis tout va mal, hein? Puis à quoi on s'accroche, mais qu'est-ce qui est porteur pour toi? Puis je vais poser la même question à Marie-Lou en terminant. En fait, moi, je suis une grande utopiste. Donc, je rêve à un monde meilleur, bien sûr. On ferait pas ce travail-là s'il n'y avait pas des choses qui nous portaient. On parle des difficultés, mais il y a des beaux succès aussi. Oui, il y a certains jeunes avec qui j'ai travaillé qui, mon Dieu, qui aujourd'hui ont une belle autonomie, qui ont un appartement. C'est des réussites comme ça qui nous donnent du gaz pour continuer. Puis il y en a beaucoup de ça aussi. Il y en a beaucoup. Oui, on n'en parle pas à pleine page de journal. Non, effectivement. Puis nos jeunes ont beaucoup de potentiel. Ils ont des voix, ils ont des besoins, il faut les entendre, il faut les écouter. Les autres, ils ont des rêves. Effectivement, oui. Puis pas juste les jeunes, les plus vieux. Il y en a qui rêvent d'avoir un appartement. Oui. Alors, toi, qu'est-ce que tu dirais, Marie-Lou? Qu'est-ce qui te porte et moi, nourrit l'espoir? À travers toutes ces années-là, donc depuis plus de 20 ans que je travaille dans le milieu et que je veux encore travailler,
c'est aussi toutes les belles histoires que j'ai pu voir au cours de ma carrière, mais aussi, je trouve, les partenariats qui ont évolué. Et puis, je trouve quand même qu'on s'est beaucoup adapté, tout le monde, puis on lâche pas, puis on inclut de plus en plus les personnes dans nos services. Très important aussi. Donc, et ça, quand j'ai commencé, ça se faisait très peu. Donc, j'ai l'espoir que tout le monde ensemble, tout le monde ensemble, on va arriver à quelque chose qu'on touche déjà dans la force du lien, dans l'espoir, dans les rencontres. Puis, on entend aussi que des gens qui sont domiciliés, qui trouvent ça difficile la rencontre avec ces personnes-là, mais on est là. On est là avec nos personnes et avec les citoyens, citoyennes domiciliés. On fait le pont, on continue. Il est là l'espoir aussi. Puis, merci beaucoup, mesdames. Vous représentez aussi la force et l'espoir. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci, France, de l'invitation. Puis, on dit aux gens qui nous écoutent, prenez soin de vous. Si vous êtes en difficulté, parlez-en à vos proches. 811, ligne d'intervention. Ne gardez pas le silence. Allez chercher l'aide. Et prenez soin de vous. Puis nous, on continue notre travail auprès de tout ce monde-là qu'on aime. Oui. Bye-bye. À la prochaine.